Le livre sur les quais et la bibliothèque sonore romande vous propose Notre place au cœur du vivant, avec Émilie Barucan et Vipulan Pouvanesvaran, animé par Serge Michel et enregistré le dimanche 3 septembre au musée Alexis Forel. Bonjour à toutes et à tous. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de monde ce matin, même si je comprends que c'est dimanche, 11h, c'est pas facile. Parce qu'au fond, on va aborder avec deux auteurs des sujets de toute première importance qui concernent la survie de nous comme espèce humaine, qui concernent l'avenir de la planète et de l'Amazonie qui en est le poumon. Et donc voilà, c'est des sujets très graves qu'on va aborder, même si on essaye d'être léger et de vous parler de façon claire de sujets graves. Je voudrais déjà commencer par introduire nos deux auteurs, que je vais appeler par leur prénom, donc Émilie à ma gauche, qui est anthropologue, et Vipulan, qui est étudiant. Et je pars de ces deux professions des auteurs pour simplement Vipulan étudiant. Est-ce que c'est une profession comment on passe d'étudiant à auteur d'un livre et militant, et quel métier est-ce que vous définiriez pour vous-même? Je ne sais pas si j'ai vraiment encore un métier. Oui, là je dirais que je suis étudiant, et puis après c'est la lecture, la rencontre d'autres personnes qui font que on a l'impression qu'on a envie d'apporter notre contribution en comblant peut-être un manque qu'on a l'impression de voir en lisant d'autres œuvres sur cette question-là, quoi. Votre livre est un véritable traité de philosophie, étonnamment mature pour quelqu'un de votre âge, si je peux me permettre. Non, c'est vrai que vous décrivez un vrai système philosophique de la façon d'être sur Terre, de la façon de notre relation aux autres espèces. Comment ça vous est venu? On connaît l'histoire du film Animal qui vous a mis à l'écran de Cyril Dion, mais le livre, quelle est son histoire à lui? Le livre... En fait, de base, on nous avait proposé d'écrire un livre. On m'avait proposé, mais moi, ça ne m'intéressait pas d'écrire un livre tout seul. Et puis, on a laissé poireauter ça, et puis on a attendu un petit peu. Et avec les deux autres amis avec qui j'ai écrit ce livre, à un moment, on a voulu se mettre justement à l'écriture parce que... Peut-être parler dans le micro. Pardon. On a voulu se mettre justement à l'écriture parce qu'il nous semblait qu'il y a certaines perspectives qui manquaient fondamentalement quand on traitait de la question animale, c'est-à-dire le lien avec les autres luttes, et ne pas envisager la question animale uniquement comme une question morale, le lien avec les personnes qui travaillent dans ces industries, c'est-à-dire les éleveurs, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, qui ont des conditions de travail assez horribles, où il y a beaucoup d'intérimaires, beaucoup de sans-papiers, beaucoup de personnes ont des problèmes de santé, des troubles psychologiques, etc. Mais aussi la question de retrouver des coutumes végétales, c'est-à-dire des questions très matérielles, très concrètes, ou encore la question de comment on peut cultiver sans exploitation animale, une forme d'agroécologie sans exploitation animale, ce qui peut paraître assez banal, mais en réalité, quand on cherche des ressources sur cette question-là, on en a presque pas trouvé. On a trouvé une brochure militante, mais c'est tout. Donc on vous avait parlé de philosophie, mais je dirais que en fait, c'est une exploration de plein de domaines différents, d'histoire, d'anthropologie, d'agronomie, un des chapitres c'est de l'agronomie exploratoire en quelque sorte, et puis voilà aussi la question de la cohabitation avec les autres espèces qui est elle un peu plus explorée en écologie aujourd'hui, mais voilà, c'est des questions qui nous semblaient importantes et qui n'étaient pas traitées aujourd'hui, d'où le livre. Merci. On va y revenir bien sûr. Émilie, pour vous le métier est plus établi, c'est anthropologue. Être anthropologue consiste à aller sur des terrains lointains, vous y allez, je crois que ça fait une vingtaine d'années que vous allez 4 à 6 mois par an en Amazonie. Qu'est-ce que vous y faites concrètement une fois que vous êtes sur place? Alors, déjà, mon souhait, déjà enfant, était d'œuvrer pour ces peuples, pour la défense de leurs droits, de la forêt amazonienne et pour la protection de leur patrimoine culturel. Et c'est vrai que j'ai choisi l'anthropologie pour pouvoir mieux comprendre ces peuples et faire le moins d'erreurs possible. Donc c'est vrai que je passe 4 à 6 mois de l'année auprès de ces peuples pour mener des projets qui sont par exemple pendant des années, j'ai sauvegardé les connaissances menacées des Indiens Kayapo à leur demande et pour eux. Donc, ce qui fait que beaucoup sont décédés maintenant, ce qui fait que j'ai pu justement
créent un recueil de données très très important, donc tout leur trésor, qui fait que grâce à ça, ils peuvent protéger leur culture dans le présent et pour les futures générations, et en même temps continuer de protéger une terre qui fait 3 fois la Suisse, recouverte de forêts amazoniennes, avec toutes les espèces végétales et animales menacées qui s'y trouvent. Donc c'est vrai que ces peuples ont vraiment un rôle très important pour la planète. Déjà, les peuples autochtones d'Amazonie, parce qu'ils protègent la forêt amazonienne, qui est la forêt tropicale la plus grande de la planète, et aussi les peuples autochtones en général, parce qu'il y a des peuples autochtones sur tous les continents, et il faut savoir que 80% de la biodiversité de la planète se trouve sur leur terre. Et c'est vrai que, je dirais que, voilà, ce que je fais pour ces peuples, c'est surtout un engagement de vie et de faire de mon mieux, voilà, pour œuvrer. Je parlais de la protection de leur patrimoine culturel, mais aussi au niveau politique. Donc c'est vrai que, voilà, je conseille, j'ai déjà conseillé le gouvernement français sur des aides pour les peuples autochtones durant le Covid, ou travailler pour l'AFD, l'agence France Presse, l'agence France Développement, oui. Ça ressemble, pour des projets de protection de la forêt amazonienne. Et voilà. Très bien, non, c'est étonnant, mais comment est-ce qu'on finance une activité comme celle-ci, c'est-à-dire passer 4 à 6 mois par an pendant 20 ans en Amazonie? Il y a des gens qui vous payent pour ça? Oui. Tant mieux. Il y a 2 choses. Bon, déjà, j'ai créé une ONG qui s'appelle Wayanga. Donc, voilà, quand j'avais 21 ans, et qui maintenant mène des projets chez différents peuples. Donc pareil, protection de leur patrimoine culturel, protection de la forêt amazonienne et défense de leurs droits. Et après, je travaille comme experte, donc auprès d'organisations non gouvernementales, internationales, et aussi du gouvernement français ou de politiques pour des politiques agissant pour la protection de ces peuples. Merci. En fait, donc il y a un certain grand écart entre Vipulan et vous, dans le sens où vos ouvrages sont totalement différents. Vipulan essaie d'imaginer un système principalement pour notre monde occidental, dont vous avez analysé un certain nombre de choses. Et puis, vous décrivez des peuples qui sont très différents de nous. Vipulan, mais en fait, ce qui vous rassemble dans les deux, c'est une grande ambition. C'est-à-dire que, si j'ai relevé dans vos livres, Vipulan, vous voulez mettre fin à toutes les dominations, le capitalisme, l'État, la colonisation, le racisme et le patriarcat, et plus la domination évidemment sur les animaux, qui est le cœur du livre. Et vous, Émilie, vous dites que les peuples autochtones en question peuvent nous apprendre des choses sur l'enfance, l'éducation, la famille, le travail, la politique, le leadership, la résilience, le bonheur, la spiritualité. Donc en fait, tous les deux, à votre manière, vous avez un programme, vous avez du pain sur la planche. Vipulan, est-ce que c'est pas... enfin, je salue le geste et l'ambition, mais est-ce que c'est pas irréaliste d'attaquer tout à la fois? C'est-à-dire, si on dit le patriarcat, bien sûr, mais il y a quand même eu des progrès. Le patriarcat a reculé un peu ces derniers temps. Certaines luttes, je sais pas, sur le bien-être animal aussi, le racisme, il y a des organismes qui s'en occupent, on fait des études, on essaie de dénoncer les cas, etc. Mais de prendre tout à la fois, est-ce que c'est pas prendre le risque de ne pas y arriver? Peut-être, mais en fait justement je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traitent de ces questions de manière séparée. Il y a des gens qui parlent de la question animale uniquement à travers le prisme de la question animale. Il y a des gens qui parlent de la question antiraciste uniquement à travers le prisme de la question antiraciste. Même si je ne sais pas si ces causes évoluent aujourd'hui, vu la montée de l'extrême droite en Europe ces dernières années, et en France aussi en ce moment. Et il nous semblait justement que c'était important de tracer des ponts entre ces luttes pour aussi mieux comprendre pourquoi certaines personnes n'investissaient pas la question animale. Et typiquement notre premier chapitre, c'est justement sur le mécanisme d'animalisation qui tout d'abord sert à dominer des non-humains, des animaux non-humains, mais en fait qui sert aussi à dominer des humains, en fait tous les humains qu'on considère comme pas vraiment humains, d'après l'expression des Sarko, qui sont des afroféministes. C'est-à-dire que en fait la catégorie d'animal, déjà biologiquement, elle n'existe pas aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose d'important à se représenter.
c'est plus une catégorie sociale. Et c'est une catégorie sociale qui définit tout ce qui n'est pas vraiment humain. Donc tous les animaux non humains, comme on l'appelle classiquement, et puis après tous ceux qu'on a envie d'inférioriser selon les époques. Aujourd'hui, c'est encore, les personnes non blanches sont souvent traitées par exemple de singes ou d'autres trucs comme ça. Les minorités sexuelles ou les femmes se font souvent aussi rabaisser avec des noms d'animaux non humains. Et donc c'est des mécanismes d'animalisation qui servent aussi à dominer des humains. Et c'est typiquement un mécanisme qui permet de faire le lien entre ces luttes-là. La question des personnes qui travaillent dans ces industries, par exemple j'ai parlé des travailleurs dans les abattoirs, c'est une autre question qui permet de voir la connexion entre le capitalisme et la question animale. C'est-à-dire que en France, une mort sur 5 est ratée dans les abattoirs. C'est-à-dire que l'animal doit être tué par une certaine méthode et la personne qui doit abattre l'animal n'y arrive pas parce que la cadence est beaucoup trop élevée. Et en fait, il faut savoir que dans les abattoirs, il y a souvent une alarme au bout d'un certain nombre de secondes qui dit qu'il faut passer au prochain animal. Et donc, à cause de ces cadences-là, il y a des morts qui sont ratées, mais il y a ça aussi des conséquences sur les travailleurs, puisque je crois 89% des hommes et 92% des femmes qui ont travaillé dans les abattoirs ont eu des troubles musculo-squelettiques dans les 12 derniers mois. Il y a 40% de travailleurs en intérim, il y a beaucoup de sans-papiers, etc. Donc là, on voit un peu la connexion entre tout ça. Et d'ailleurs, le Fordisme, qui est le travail à la chaîne, pour faire plus simple, qui est un peu un fondement de l'économie aujourd'hui, Ford en fait s'est inspiré des abattoirs pour mettre en place ce travail à la chaîne. Donc en fait en faisant aussi une analyse un peu historique, on comprend la connexion entre ces luttes-là et qu'on ne peut pas simplement avoir une posture morale sur la question animale et se suffire de ça. La question des paysans, c'est aussi quelque chose qui est super important. On ne peut pas aujourd'hui, pour la question animale, se suffire de juste criminaliser les personnes qui font de l'élevage intensif. Pour le film, nous, par exemple, on a rencontré un éleveur qui gagne 350 € par mois. Et lui, je suis sûr que s'il avait la possibilité de sortir de là, il le ferait. Mais on a fait des fausses promesses à ces éleveurs-là. Aujourd'hui aussi, pour avoir accès à la terre... C'est le personnage qui élève des lapins, c'est juste. C'est ça. Voilà. Et on a fait des fausses promesses. En France, l'institution qui gère... Pardon. En France, l'institution qui gère le foncier, qui gère l'accès à la terre, ça s'appelle les SAFER, c'est détenu majoritairement par la FNSEA. La FNSEA qui est le syndicat majoritaire agricole, qui est plutôt un modèle productiviste et pas tellement écolo ni bien-être animal, quoi. Et du coup, en fait, il y a une espèce de cercle vicieux où, du coup, pour avoir accès au foncier agricole, on est obligé d'adhérer à la FNSEA. Enfin, c'est beaucoup plus simple d'avoir accès au foncier quand on est à la FNSEA. Donc finalement, c'est un cycle qui se perpétue, puisqu'ils auront toujours plus d'adhérents, et donc ils seront encore syndicats majoritaires, donc ils auront encore plus de poids. Mais c'est quelque chose qui appauvrit aussi les paysans. Et par exemple, l'élevage, il faut savoir que c'est un des domaine de l'agriculture qui est le plus subventionné en France, et sans les subventions ça serait pas du tout rentable. Ils auraient des dettes colossales, même si c'est déjà le cas pour beaucoup d'éleveurs aujourd'hui, quoi. Et une des propositions qu'on fait là-dessus, qui vient pas de nous mais qu'on reprend, c'est par exemple la sécurité sociale de l'alimentation, qui garantit... Je suis obligé de vous arrêter parce que je sais que vous pouvez continuer jusqu'à la fin de la conférence, mais je voulais faire un peu circuler la parole. Je reviendrai bien sûr à vos sujets. Émilie, je voulais vous demander, en fait, les dominations que dénonce Vipulán dans son livre sont connues, le patriarcat, le racisme, etc., et sont sans doute les travers d'une société occidentale qui a son histoire, son évolution, et qui est arrivée aujourd'hui à un point inquiétant de mise en danger de la planète et des humains. Les sociétés que vous avez côtoyées, les peuples que vous avez côtoyés en Amazonie, sont souvent considérés comme des peuples idéaux, c'est-à-dire qui ont un rapport beaucoup plus sain aux choses, etc., etc. Mais est-ce qu'ils sont pour autant exempts de ces travers de domination, par exemple patriarcale? Est-ce que Raoni, le chef Raoni, vous l'estimez affranchi du patriarcat, ou est-ce que c'est quand même un modèle patriarcal, même si dans un contexte amazonien c'est différent? Comment vous voyez la société idéale que vous avez côtoyée? Je pense que l'on a beaucoup à apprendre de ces peuples, et c'est pourquoi j'ai écrit ce livre. Je vais libérer la domination de ce micro. Voilà. Je pense qu'il est important, oui, de se remettre en question ici, et c'est pourquoi je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire. Et aussi mon livre,
valorise les modèles des peuples autochtones, que l'on a souvent considérés comme un modèle inférieur, et puis le nôtre bien au-dessus de tous les modèles au niveau mondial. Et je pense que il est important de se remettre en question ici. Et dans ce livre, donc ça faisait des années qu'on me demandait d'écrire un livre en apportant des modèles inspirants pour notre société, des clés pour pouvoir opérer des changements ici. Donc ce livre valorise leurs modèles, notamment au niveau des valeurs communautaires, sociétales, au niveau du leadership, au niveau de la famille, au niveau également de la protection de l'environnement. Et concernant, là vous parlez de Raoni, donc je parle de lui dans le livre, et notamment il y a une interview de lui à la fin du livre. Et comme au niveau déjà du leadership, comme vraiment un modèle, où justement chez eux, le chef, que ce soit le chef de famille, mais aussi le chef de la communauté, parce qu'il y a plusieurs chefs au sein de chaque village et donc au sein d'un peuple, ne va pas décider. Voilà, il est représentant du consensus. Donc il y a des réunions, chacun s'exprime et ensuite le chef écoute. Et sa voix va être la voix du peuple. En fait. Et si un chef veut imposer son souhait, il ne sera plus écouté. Et donc son peuple va se détourner de lui. Et on est vraiment dans, je dirais, de vraie démocratie. On croirait à une définition de la démocratie directe en Suisse. Mais Vipulan, je crois que vous avez lu l'ouvrage d'Émilie. Est-ce que, en lisant ça, vous trouvez quelque chose auquel vous pourriez aspirer dans l'ensemble des dominations que vous voulez éliminer, ou est-ce que ça vous semble trop lointain ? Les deux à la fois, j'ai envie de dire, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent nous inspirer, mais à la fois, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on les essentialise, nous, en tant qu'occidentaux, et que... Enfin, je pense pas que le propos de ton livre ne soit non plus de prendre le modèle et qu'on le copie-colle sur nos modèles, enfin sur nos sociétés, parce que ça serait impossible en quelque sorte. Mais je pense qu'il y a des manières de voir le monde qui sont intéressantes et dans lesquelles il faut puiser pour nos sociétés, quoi. Les longs séjours, votre livre donne l'impression que nous les connaissons, puisque notamment et vous, puisque vous y êtes allés longtemps et souvent. Est-ce que vous pensez qu'eux nous connaissent et que du coup ça donne une pertinence à leur modèle, ou est-ce que finalement ils vivent dans leur monde et sans forcément comprendre ou connaître les contraintes qui sont les nôtres ? Je dirais qu'ils nous connaissent et nous comprennent beaucoup mieux que nous les connaissons et les comprenons. C'est vrai que par exemple, je travaille avec différents peuples, les Indiens Kayapo par exemple, donc le peuple de Raoni vit vraiment en pleine jungle, loin de tout, et comme je disais, sur une terre qui fait 3 fois la Suisse. Mais certains d'entre eux, comme le chef Raoni, ou parfois comme son petit-fils Beptouk, ou d'autres jeunes, vont parfois en ville ou à l'étranger, et ils en profitent aussi pour nous observer. Donc ils ont vraiment un regard, je trouve, très juste sur notre société. Et c'est vrai que dans ce livre, j'ai fait en sorte aussi de leur donner la voix, pour qu'ils nous apportent leur regard, qui est une voie aussi pour nous-mêmes prendre plus de recul et mieux nous comprendre sur les travers de notre société, sur notre relation à la nature. Et je pense qu'il est important, oui, de les écouter. Sur la question du patriarcat, vous ne m'avez pas vraiment répondu. Quel est l'état du patriarcat chez ces peuples-là ? Alors, ça dépend des peuples. Tous ne suivent pas ce modèle, mais par exemple chez les Indiens Kayapo, alors on va dire, vous voyez, ils sont matrilinéaires, donc le mari, on va dire, et même je dirais, on va parler de la politique, parce que souvent on me dit mais la politique est un domaine masculin, donc les femmes sont mises de côté, on m'a déjà fait cette réflexion, pas du tout. Par exemple, le village a une forme de roue de charrue. Donc au centre se trouve la maison des hommes. C'est là que les hommes se réunissent chaque jour pour confectionner par exemple leur artisanat, et notamment pour discuter des affaires politiques.
Donc on pourrait se dire que les hommes dominent parce que ce sont eux qui parlent, voilà, qui prennent les décisions. Donc déjà, comme je disais, ce n'est pas le chef qui prend les décisions, il va écouter, il va être voilà, la voix du consensus. Ensuite, donc bien sûr, il y a des discussions autour de la politique. Les femmes n'ont pas accès à cette maison. Mais ensuite, par contre, elles dominent le cercle résidentiel. Les hommes, en fait, vont vivre dans la famille de leurs femmes. Vous voyez ? Ce qui fait que, en fait, les femmes, ont le pouvoir sur toute, je veux dire, sur la famille, en fait, et parce que les hommes vont vivre dans leur famille. Ce qui fait que, notamment, quand les hommes ont d'apparence pris des décisions dans la maison des hommes, ensuite ils retournent dans leur maison, ils vont dans leur maison familiale, ils vont transmettre aux femmes ce qui s'est dit, et ensuite les femmes vont elles-mêmes dire ce qu'elles en pensent et finalement souvent imposer leur volonté. Les hommes ensuite retournent dans la maison des hommes et vont finalement être influencés par les femmes. Si finalement une décision est prise et que les femmes ne sont pas satisfaites, les femmes vont se réunir et venir là jusqu'à la maison des hommes et je dirais imposer souvent leur volonté qui est écoutée. Ce qui crée, je dirais, une vraie, une égalité, et même au niveau, par exemple, des activités. Alors on pourrait dire les femmes s'occupent plus des enfants, les hommes font ci, font ça, et c'est pas égalitaire. Non, je veux dire, ils ont un partage des tâches qui fait que ce sont des sociétés qui fonctionnent bien. Et le rapport aux animaux, est-ce qu'il est différent d'une autre ? Pour eux, les animaux, donc bien sûr, ce sont, par exemple, des peuples chasseurs et pêcheurs, suivant les peuples. Il y en a certains qui ne mangent pas de viande, de gibier. Et bien sûr, ils doivent tuer des animaux pour s'alimenter, mais ça va être le strict minimum. Et avec un respect, et avec également, ils vont, par exemple, les Kayapo, chanter pour calmer les esprits des animaux. Et jamais ils ne tueront plus, jamais. Et ça, c'est vrai qu'ils ont un regard sur notre société, se dire, mais comment tuer autant d'animaux, comment couper autant d'arbres ? Parce que pour eux, la nature leur apporte ce dont ils ont besoin pour vivre, et les futures générations en auront besoin aussi. Donc pour pouvoir continuer à vivre, il est crucial de respecter chaque espèce. Et pour eux aussi, chaque espèce est à égalité avec l'homme. L'homme n'est pas supérieur, ni aux animaux, ni aux arbres, ni aux petites plantes. Cet aspect-là, Vipulan, vous a intéressé. Vous mettez la question animale au centre de l'ensemble de transformations que vous souhaitez pour nos sociétés. Qu'est-ce qu'il faut faire avec les animaux ? Il faut faire comme les peuples autochtones ou il faut faire encore autre chose ? Voilà. Je pense que il faut pas forcément faire la même chose en Amazonie et ici, parce qu'encore une fois, on n'habite pas dans une forêt. Et donc, ça serait absurde. Peut-être que des gens pourraient dire non, mais regardez, qu'est-ce que vous allez leur dire à eux d'arrêter de manger ? Est-ce que vous allez leur dire d'arrêter de manger de la viande ? C'est pas du tout mon propos et notre propos, parce que justement, c'est des systèmes qui ne sont pas du tout pareils. On n'est pas en train de vivre dans la forêt et on dépend pas de ça pour vivre, quoi. En même temps, il y a des leçons qu'on peut prendre d'eux, comme Émilie le dit, et d'une certaine manière, ne pas tuer plus que ce dont on a besoin, ce serait déjà pas mal, puisque aujourd'hui, il y a énormément de gâchis dans la viande, il y a il y a beaucoup plus d'animaux qui sont tués que ce dont on a besoin pour manger. Ce qu'il faut recréer, c'est des relations de subsistance avec son produit. C'est-à-dire ne plus... parce qu'aujourd'hui, avec la chaîne de l'agroalimentaire, on ne sait pas d'où vient ce qu'on mange. C'est souvent produit avec des méga machines. Aujourd'hui, on est en train de digitaliser l'agriculture, etc. Et en fait, ce qu'il faut, c'est recréer des relations de subsistance avec ce qu'on produit, re-questionner un peu notre modèle agricole de manière générale. Et il faut que beaucoup plus de gens aussi produisent de ce qu'on mange, quoi. Donc, si je comprends bien, vous ne professez pas un véganisme complet. C'est-à-dire une absence totale de viande dans l'alimentation. En fait, je pense que dans nos sociétés, étant donné la manière dont on produit de la viande, qui n'est pas du tout le même que chez les peuples autochtones, puisque c'est des relations de réciprocité,
et de subsistance qu'ils ont avec la viande qu'ils mangent, qu'ils chassent. C'est pas du tout dans des élevages comme aujourd'hui. Je pense que dans nos sociétés, moi je dirais plutôt que vaut mieux être vegan, mais encore une fois, la question principale, elle se situe presque pas là, quoi, j'ai envie de dire. Parce que aujourd'hui, dans nos sociétés, quand un animal naît dans un élevage, on sait déjà quand est-ce qu'on va le tuer exactement. Il n'y a pas vraiment de liberté pour l'animal, quoi. Beaucoup d'animaux sont élevés en cage, en batterie, etc. Et il y a, par exemple, dans l'industrie laitière, on enlève les veaux dès qu'ils naissent pour pouvoir extraire le lait, etc. Donc je dirais que dans cette logique-là, il y a un peu ce qu'on appelle un accaparement des destins des animaux non humains. Et dans ce sens-là, je dirais qu'il vaut mieux être vegan. Mais par exemple, pour prendre l'exemple typique du poulailler, quand on a une maison à la campagne, prendre les œufs du poulailler, ça me semble pas d'une violence inouïe, quoi. Très bien. Non, on est sur un sujet très, très sensible, mais donc en fait, vous acceptez une partie d'animalité dans notre alimentation, donc ça reste une domination parce que c'est nous qui prenons les œufs et pas d'autres espèces dans le poulailler. Le fromage et le reste. Typiquement, aujourd'hui, pour produire du fromage ou du lait, comme je disais, on est obligé de retirer les petits des animaux parce que sinon, c'est pas économiquement rentable. On produit pas assez de lait pour avoir une industrie de fromage ou de lait, quoi. Et donc là, pour moi, il y a une domination, enfin une exploitation, quoi, des animaux. Et donc en ce sens-là, c'est pas possible. Mais en fait, l'exploitation, elle est notamment, elle existe du fait de la contrainte économique pour beaucoup de gens. Par exemple, un autre éleveur, justement suisse, qu'on avait rencontré pour Animal, lui, on pourrait dire qu'il a une relation presque idyllique avec ses animaux, qu'il les appelle tous par leur prénom, qu'il les connaît tous par cœur, etc. Et en fait, lui, s'il avait la possibilité de ne pas envoyer ces animaux à l'abattoir comme c'est programmé par l'abattoir, en réalité, et en fait, il le ferait. Mais le problème, c'est qu'il a une contrainte économique et que si en fait, il veut passer du temps avec ses animaux, il est obligé de les envoyer à l'abattoir. Sinon, il peut pas. C'est économiquement impossible. Et donc, en fait, il faut se libérer de cette contrainte économique-là. Nous, le monde qu'on propose, c'est pas un monde dénué d'animaux. C'est même le contraire. C'est un monde plus riche en affect avec les animaux non humains. C'est-à-dire que les animaux existeront toujours, même dans l'agriculture, en réalité. La question du fumier, par exemple, si des animaux pâturent dans un champ et que juste on va retirer le fumier pour l'utiliser comme engrais pour des cultures végétales, ça pose a priori aucun problème. Mais c'est sûr qu'on ne va pas avoir du fumier dans les mêmes quantités qu'aujourd'hui et que c'est pas compatible avec des monocultures. La question de la traction animale, qui est une question aussi super importante, nous on pense que on n'est pas forcément opposé à la traction animale en tant que telle, mais plutôt qu'il faut prendre en compte les expressions des animaux quand on fait de la traction animale. Par exemple, quand on utilise un cheval, le cheval a des manières de s'exprimer pour dire, par exemple, qu'il n'a plus envie de labourer le champ, et s'il s'arrête net, ne pas lui donner des coups de fouet pour qu'il continue, quoi. Et ça, par exemple, en fait, en comprenant mieux les manières de vivre des autres animaux et leurs expressions, on peut mieux avoir des relations de réciprocité avec eux, quoi. Mais c'est une forme d'enquête permanente, en réalité. Je reviendrai à vous, Émilie, juste après. Je mais vais compléter. Oui, je vous en prie. Juste une question sur. Vous dites que voilà, vous n'envisagez pas un monde sans animaux, ni même sans animaux dans l'agriculture. Mais si vous parcourez la Suisse en train, vous allez voir beaucoup de vaches dans les prés. Et ces vaches n'existent que pour l'abattoir ou pour le lait. C'est-à-dire que c'est l'industrie derrière qui a créé l'existence de ces animaux-là. Et s'il n'y avait pas ça, il n'y aurait pas ces vaches. Donc il y aurait beaucoup moins d'animaux dans le paysage. Comment vous gérez cette idée qu'en fait ces existences même de ces animaux qui ne seraient pas là sans industrie? Encore une fois, pour moi, ils ne seraient pas là du fait de la contrainte économique. Et évidemment, le monde qu'on imagine, il n'est en quelque sorte possible que si les éleveurs, on continue à les payer 300 € par mois et que ils ont pas de temps pour faire autre chose et qu'il y a de moins en moins de gens qui travaillent dans l'agriculture. Évidemment que ce monde-là n'est pas possible, n'est pas compatible. Nous, on est, par exemple, pour que toutes les personnes tous les paysans aient un revenu garanti. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, c'est une des professions qui est la plus précaire. Et ceux qui parlaient de la question animale ont souvent oublié aussi cet aspect-là.
et on pense que c'est super important. Donc vous ne verserez pas de larmes si tout d'un coup, au lieu de, je ne sais pas combien il y a de vaches en Suisse, il y en a peut-être autant que d'habitants, je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas, j'ai pas regardé les chiffres, mais si tout d'un coup, au lieu d'1 million de vaches, il n'y en a plus que 1000. Ouais, mais 1000, ça paraît pas beaucoup, mais je pense que si on a moins, pas forcément, non. C'est pas tellement la quantité qui compte, c'est les formes de relations qu'on a et comment on arrive à construire des relations de réciprocité avec ces animaux-là. Émilie ? Oui, moi, je voulais compléter ce qu'a dit Vipulan sur les modèles de vie de ces peuples. Et justement, moi, je n'ai pas dit qu'il fallait vivre comme dans la jungle et suivre tous leurs modèles de vie. Non, j'ai extrait dans ce livre, j'ai pris les modèles, les clés adaptables. Donc ça ne veut pas dire tout, mais j'ai sélectionné vraiment le plus adaptable à notre mode de vie et inspirant. Je disais pas ça contre toi, mais il y a des gens qui pensent ça, du coup je préfère avertir, c'était pas contre toi. Non, là j'ai choisi justement le concret et le plus le plus vraiment adaptable. Donc j'ai choisi, et en choisissant par exemple des thèmes comme le bonheur, la résilience, la relation à la nature et sa protection, l'adaptation climatique, également la famille, les valeurs communautaires et en prenant donc ça fait 22 ans que je travaille auprès de ces peuples, des exemples, des témoignages, donc parmi toutes ces 22 années les plus concrètes et parlantes pour justement inspirer les gens et leur donner des clés pour un changement. Et notamment cette relation aux animaux, s'ils ont des clés, notamment consommer moins, et notamment œuvrer pour ça auprès de nos enfants. Parce que souvent, les enfants ne savent pas qu'en fait, ce qu'ils mangent ou qu'une table provient de la nature. Je veux dire, il y a un exemple, un témoignage dans le livre d'un chef qui me disait, et justement ça, il a vu ça en allant en ville, en nous observant. En ville, les jeunes, on leur donne une assiette avec un poisson carré. Ils ne savent même pas que c'est un poisson, ils ne savent même pas que... Donc en fait, ils ne sont pas menés à respecter la nature, et que ce soit les animaux ou les légumes. Ils consomment sans savoir qu'en fait, qu'en consommant trop, ils détruisent la nature. En même temps, ils sont voués à détruire aussi, à participer à la propre destruction de l'homme aussi. Donc c'est vrai que les enfants, par exemple, ils vont les emmener, ils vont les emmener chasser, ils vont les emmener pêcher, ils vont les emmener cueillir des fruits. Aussi pour que les enfants, bien sûr, puissent savoir survivre ensuite, mais se rendre compte, là, tu as tué un poisson, tu vois ? C'est pas un carré, ça provient pas d'un supermarché, c'est un poisson. Donc l'enfant va pêcher, va ouvrir le poisson, va le préparer. Voilà. Et déjà, ça crée une conscience. Ce poisson, c'est comme un peu un don, un trésor. On va en pêcher un, voilà. Les enfants, ensuite, ne vont pas en pêcher 10 pour en jeter une partie. Donc, ce qui fait que ce sont des peuples qui ne sont pas dans le gâchis, dans la surconsommation, et dans un respect. Et c'est vrai que l'un de leurs conseils pour nos jeunes à nous, c'est vraiment dans notre éducation, d'emmener les enfants dans la nature, de leur montrer d'où provient chacun de leurs aliments. Et ça, je pense que c'est important. C'est vraiment important d'opérer ça. Et ça peut être à l'école, mais ça peut être aussi chaque parent. Plusieurs questions, mais cet état que vous décrivez là-bas a été très menacé, notamment pendant les années Bolsonaro. Qu'avez-vous vu changer ? Enfin, on a beaucoup dit que le principal, il a fait beaucoup de dégâts, mais les dégâts principaux de Bolsonaro, c'était sur la forêt amazonienne et sur toute la région. Qu'avez-vous constaté durant ces années-là qui a changé ? Énormément d'assassinats de représentants autochtones, une augmentation de la déforestation. Par exemple, la dernière fois, quand je m'y suis rendue, j'ai survolé les terres des Indiens Kayapo et il y avait des feux. Déjà, avant d'arriver sur leur terre, je dirais, ça a été tout un périple. Donc depuis la France, j'arrive à Sao Paulo. Ensuite, je dois prendre un autre avion pour Cuiabá, donc la capitale de l'État du Mato Grosso. Et ensuite, j'en ai pour 14 heures de bus ou de jeep. Et donc déjà,
excusez-moi, j'oublie. Cette fois-ci, depuis Cuyaba, je devais prendre un avion pour arriver dans une petite ville la plus proche du territoire Kayapo. C'est quand même loin. Hein. L'avion n'a pas pu atterrir parce qu'il y avait trop de fumée, de feu. J'ai jamais vu ça. L'avion a dû faire demi-tour et réatterrir à Cuyaba pour que je puisse prendre une Jeep, donc 14 heures de route. Il y avait des feux tout le long de la route. J'ai jamais vu ça, vraiment. Et ensuite, en arrivant près de chez Kayapo, j'ai pris un monomoteur et les terres Kayapo étaient aussi... et ça... Voilà, c'était la première fois, même si ça fait des années que je travaille là-bas et que je vois quand même l'avancée de la déforestation, mais là, comme ça, c'était la première fois. Et vraiment, cette fois-ci, je me suis dit, oui, cette forêt peut disparaître. Et c'est vrai que là, voilà, si la déforestation continue, maintenant je crois aux chiffres et d'ici 15 ou 20 ans, cette forêt risque de disparaître et de se transformer en savane. Ce pourquoi il est vraiment important de soutenir les peuples autochtones, parce que malgré Bolsonaro, ils ont lutté, ils ont résisté, et ils ont dit on est toujours là, malgré les assassinats, les invasions de nos terres par les chercheurs d'or, on est là. On était là quand les Européens sont arrivés il y a 500 ans, on sera toujours là, et on peut les remercier. Parce que vraiment, là, sous Bolsonaro, c'était un carnage, et ils ont pu protéger la forêt, malgré la déforestation, et heureusement qu'ils étaient là, sinon... Je pense que là, on pourrait se dire que voilà, dans 3 ans, il n'y a plus de forêt amazonienne. Oui. Vous parlez d'assassinat, comment ça se passe? Enfin, ça me semble... voilà, beaucoup d'assassinats, ça se passe comment, un assassinat de chef comment autochtone? ça se passe? Alors, il y a différents cas. Hein. Oui, il y a des peuples qui vivent voilà, comme les Kayapo en pleine jungle sur des grandes terres. Il y en a d'autres comme les Indiens Guarani avec lesquels je travaille, qui vivent... leurs terres ne sont pas totalement reconnues, ils doivent aller plus en ville. Même ils sont... Donc on va dire, certains... ont été assassinés en ville, justement. Voilà, en se rendant en ville, ont été assassinés. D'autres, suivant les peuples, donc il arrive que certains représentants habitent en ville et qui ont été assassinés dans leur maison. Les Guarani, par exemple, certaines de leurs terres ne sont pas reconnues par le gouvernement. Donc il y a des fermiers qui les investissent. Et par exemple, dans le sud du Brésil, des fermiers ont construit des sortes de tracteurs-tanks. Voilà, et ils tirent sur les Guarani avec des balles en caoutchouc. Mais bon, quand même, quoi. Je veux dire, là, il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu des gens vraiment blessés. Une femme âgée, ils lui ont broyé les jambes en lui roulant dessus. Et donc, il y a vraiment voilà, tout type de... assassinats, certains, parfois, des groupes armés sont rentrés sur les terres des peuples autochtones. Enfin, c'est un... Donc, on a affaire à une liquidation de population, en fait, par les leaders, petit à petit. Voilà. Beaucoup, parce que c'est vrai qu'il y a et ça provient beaucoup des... Parce que là-bas, sur place, les menaces auxquelles font face les peuples autochtones sont les menaces auxquels font face en fait la forêt, les animaux, parce que ces peuples protègent la forêt et les espèces sur place, et puis aussi protègent leurs droits, leur vie et leurs terres. Donc ils ont face à eux le monde de l'agroalimentaire, voilà, justement les fermiers, parce que la forêt amazonienne est avant tout menacée par exemple par les champs de soja, par l'élevage aussi des bovins, par aussi les chercheurs d'or. Il y a eu beaucoup d'invasions de terres par les chercheurs d'or sous Bolsonaro. Bon, maintenant, avec l'élection de Lula, ça va mieux, mais ils sont quand même, par exemple, face à une loi qui vient d'être acceptée par le Congrès national, et que si elle passe, elle doit encore passer devant le Parlement, risque de retirer en fait des terres à des peuples, des terres qu'ils avaient en fait fait reconnaître par le gouvernement. Donc la lutte n'est pas terminée, et c'est vraiment important de porter leur voix et de les soutenir au mieux. Vipulan, il y a dans ce que décrit Émilie, il y a ce sentiment d'urgence en fait, les choses ne vont pas forcément dans la bonne direction, l'urgence est là. Comment vous vivez ça en fait? Vous êtes jeune, vous êtes à l'orée d'une carrière dont le métier, vous disiez vous-même, vous allez le définir en cours de route, mais comment vous positionnez? Est-ce que cette urgence, par exemple,
quand on vous a proposé de faire ce film Animal, qui vous imposait de prendre l'avion pour beaucoup d'endroits sur Terre, et qui était peut-être contre vos convictions, parce que l'avion, c'est pas forcément ce qui est le plus économe en émissions de CO2. Comment vous allez faire face à cette urgence? Comment vous vous préparez à lutter? Ouais, pour la question de prendre l'avion et tout, je pense que c'était un espèce de compromis, et je me disais que je faisais pas ça pour juste passer des vacances à Bora Bora, quoi, et qu'il y avait un sens à le faire, et j'espère que l'impact du film aura été bien plus fort que l'impact de l'avion. En tout cas, je l'espère, et je ferai pas ça pour des vacances, quoi. Et sinon, comment je vis un peu ces contraintes-là et cette urgence-là, c'est compliqué, et je dirais que finalement, en fait, il faut trouver des modes d'action dans lesquels on a l'impression qu'on arrive quand même à changer quelque chose. Et c'est ce qui permet quand même de garder espoir et de continuer à lutter et à militer là-dedans, quoi. Ce qu'on n'avait pas forcément au début, quand nous, les jeunes, on faisait les grèves pour le climat. Puisqu'au début, on était dans une forme de naïveté où on croyait que juste par le fait de descendre dans la rue, tout le monde allait nous écouter, et qu'il n'y avait jamais eu aucun mouvement social dans l'histoire, et que voilà, quoi. Mais oui, donc en prenant plus conscience de tout ça, on peut mieux agir pour être un peu plus efficace dans ce qu'on fait, quoi. Sur d'autres militants de votre âge, je pense à Greta Thunberg par exemple, il y a eu pas mal d'ironie, de moqueries, on lui dit passe ton bac d'abord, ce genre de choses. Bon, elle l'a fait maintenant, mais vous êtes victime de la même chose, c'est-à-dire que vous sentez une sorte de négation de vos idées, de votre action par un establishment qui se sent un peu menacé, ou bien qui simplement a envie de se moquer de vous? En vrai, non, pas forcément. En tout cas, pas maintenant. Sur le livre, par exemple, j'ai pas du tout eu ce genre de retour. Donc, non, pas forcément. Ouais, le plus compliqué, limite, j'ai envie de dire, c'est de parler avec certains militants écolos qui se croient super bien installés. Installés? Je sais pas comment dire. Genre Hugo Clément, par exemple. Ça a été compliqué. Enfin, je m'étais pris la tête avec lui parce que justement nos manières de voir le monde, qui sont plus connectées avec les autres luttes sociales notamment, c'est des choses que certaines personnes ne voient pas forcément des générations un peu plus vieilles. Et c'est limite ça qui est plus compliqué que des retours. Vous voulez dire que eux se concentrent sur une cause écologiste, voilà, de base, ouais. Et que n'entre pas dans votre idée de lier ça à d'autres dominations? Ouais, ou même, même sans forcément les lier, de les prendre en compte, quoi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas on peut pas faire une analyse presque technocratique du changement climatique, ou dire que c'est juste des gaz à effet de serre et qu'on va faire une comptabilité des gaz à effet de serre. C'est pas ça la question. Comme tu le disais, les bouleversements écologiques en cours, en fait, c'est concrètement la destruction de milieux de vie de plein de peuples. C'est plein de gens en fait qui vont mourir ou qui sont aliénés par tout ça. Et en général, c'est les populations qui sont déjà dominées par d'autres formes de violence. Les peuples autochtones ont été dominés par la violence coloniale des Européens, notamment, et aujourd'hui par l'État du Brésil. Et en France, en fait, à toutes les échelles, les personnes qui sont le plus victimes des bouleversements écologiques en cours, c'est des personnes qui sont déjà précarisées par diverses formes de violence. Et donc, c'est pour ça que c'est important de prendre en compte l'ensemble de ces systèmes de domination-là. Et c'est parfois compliqué de le faire comprendre à des gens qui ont grandi avec une idée de l'écologie qui n'était pas du tout celle-là, peut-être il y a 20 ou 30 ans. Une des grandes questions qui se posent sur cette action contre le réchauffement et contre l'ensemble de une destruction peut-être plus large de la planète, c'est l'action individuelle versus l'action collective. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, si on éteint la lumière en sortant de la pièce, si on met un couvercle sur la casserole, de l'eau qui bout, et si on fait ce genre de choses, ça nous fait du bien peut-être à notre conscience, mais ça a un impact quasiment dérisoire pour l'ensemble. Et donc la vraie action devrait venir des entreprises, des gouvernements qui vont prendre des mesures radicales, interdire la voiture thermique, je sais pas, enfin d'autres choses comme ça.
Vous-même, vous situez comment là-dedans? Est-ce que vous pensez qu'il y a une sorte de vie exemplaire à mener à chacun à son échelle avec sa propre consommation, ses propres comportements, ou bien vous attendez plutôt des sortes d'actions collectives courageuses prises par des gouvernants? Moi, je dirais qu'il faut faire ce qu'on peut à notre échelle d'abord. C'est-à-dire mais avoir les ordres de grandeur en tête. Donc, ce qui a le plus de conséquences, en gros, c'est tout ce qui est transport, et notamment l'avion, comme vous le disiez tout à l'heure, et puis la consommation de produits d'origine animale. Mais qu'après, en fait, il ne faut pas non plus tomber dans un petit concours de pureté de qui est le plus parfait entre nous tous, comme a l'habitude de dire Cyril Dion, et qu'en fait, il faut aussi agir à une échelle plus importante, parce que parfois, on pourrait se dire que pendant qu'on est en train de se faire ce petit concours de pureté, les logiques économiques sont en train de continuent de détruire tout sur leur passage, quoi. Donc il faut des mouvements sociaux qui sont forts et des changements politiques puissants, quoi. Et encore une chose, l'agriculture tient une place importante dans votre propos, et avec plusieurs chapitres, je sais pas, sur le décoloniser l'assiette et d'autres aspects. Vous disiez vous-même qu'il y avait une sorte d'agronomie dans votre traité. Disons que c'est un traité. Est-ce que vous l'envisagez dans votre vie, l'agriculture? Je sais pas, est-ce que vous allez produire des légumes, des fruits? Est-ce que vous allez travailler la terre? Ou est-ce que ça... Non. En vrai, j'aimerais bien un peu. Parce que pour l'instant j'habite en banlieue parisienne, donc cultiver ça reste sur le balcon, quoi. Donc c'est assez limité, et puis sinon moi j'aimerais bien faire de la recherche dans ce domaine-là, dans de l'agroécologie. Bien, je vais laisser du temps à la salle pour poser des questions. J'en ai d'autres si jamais, mais j'aimerais bien que, s'il y en a parmi vous, vous les posiez, et je crois que notre ami voudrait que vous les fassiez avec un micro. Est-ce que je peux juste rajouter un élément? Bien sûr. Je pense qu'il est important, oui, qu'il y ait des mouvements, des actions, d'ONG, mais également d'essayer de faire changer les choses auprès des politiques, des gouvernements, et que oui, chacun aussi agisse à son échelle, à l'échelle de sa famille, auprès des enfants. C'est comme ça qu'on pourra changer les choses. Et aussi au niveau de la consommation, de se rappeler que tout provient de la nature. Ça, c'est important. De le rappeler, bien sûr, de l'expliquer à nos enfants, parce qu'une fois qu'un enfant l'a compris, adulte, c'est plus facile, mais aussi de l'intégrer en nous. Et c'est vrai que moi, maintenant, je l'ai plus intégré, parce que c'est vrai que je travaille auprès de ces peuples, mais c'est un exercice à faire. De se rappeler, là, je vais faire du shopping, et j'achète 10 vêtements. Non, de se rappeler, j'en ai peut-être pas besoin de 10. Je vais en acheter 5. Ou là, je vais au supermarché, allez, je prends des tomates. Et de se rappeler, tout ça provient de la nature. Est-ce que j'ai besoin de tout ça? Ça ne veut pas dire se limiter et puis, et être dans un inconfort. Non, mais on consomme beaucoup trop. Donc c'est vraiment important d'avoir cette conscience. Et même une conscience positive en se disant, merci. Là, cette table, elle vient d'un magnifique arbre. Là, cette eau, elle vient de la planète. De se rappeler ça et d'avoir, d'essayer de générer de la gratitude envers ce que l'on consomme. Et ça peut permettre à soi-même de changer. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Merci beaucoup à vous tous, à vous trois. Je n'ai pas une question, je suis de nature très optimiste et j'aimerais vous faire part d'une constatation que j'ai faite en regardant le programme du livre sur les quais. Et nous avons ici, dans ce canton, une femme qui s'appelle Joëlle Chauton, qui est une fille de la nature, qui a écrit des livres et qui, dans ce cadre du livre sur les quais, participe à l'atelier découverte qui s'appelle « Bas de forêt dans le parc de l'Indépendance » pour les enfants. Elle le fait plusieurs fois pendant ces 3 jours. Et quand j'ai voulu aller déjà la semaine dernière, m'intéresser à ça pour inscrire mes petits-enfants, toutes les balades étaient complètes, c'était sur inscription. Donc je voulais faire part
l'optimisme que j'ai en moi, mais que je découvre aussi chez les autres, et je trouve ça super. Et continuez-vous à votre façon d'aller dans ce sens. Merci. Merci. Une autre question de monsieur. J'aurais voulu quelque chose. Madame, Messieurs, merci pour la qualité des échanges et des témoignages que vous avez apportés. J'ai une question aux plus jeunes d'entre vous. Et, je partage avec lui l'opinion qu'on ne sauvera pas la planète sans attaquer les fondements de l'équité, en général l'équité entre les humains et les non-humains. Mais je voudrais savoir comment, vous, jeune homme, vous avez acquis cette conviction, comment tout d'un coup vous avez pris conscience de cet ensemble, de cette unité. Tu voulais répondre à un truc avant? Non, vas-y. Ok. Moi, au début, comme je le disais, enfin, je sais plus si je l'ai dit, je viens plutôt du milieu écolo à la base, donc mon premier militantisme, c'était les grèves pour le climat, etc. Et en France, on a la chance d'avoir une longue histoire des mouvements sociaux. Et donc, il y avait des étudiants qui avaient déjà ce passif-là en eux, et qui m'ont un peu transmis ça quand j'étais encore jeune lycéen, avec pas beaucoup de connaissances. Donc ouais, c'était des rencontres, puis après le film aussi, Animal, où j'ai rencontré pas mal de gens, et puis après des lectures, d'autres rencontres, etc. Et c'est venu au fur et à mesure, quoi. Et en France, rien que ces derniers mois, on a eu un gros mouvement social, donc tous ces événements-là, ça participe aussi à se construire ainsi, quoi. Merci. Et vous, madame? Comment... Eh bien, alors déjà enfant, c'est vrai que j'étais fascinée par ces peuples, par les peuples autochtones. Alors dû à des lectures. Récemment, ma mère m'a dit qu'en fait, ça avait été aussi son rêve. Donc elle a dû m'influencer, bien sûr. Donc dû à des lectures, j'avais aussi une collection de cartes postales sur les peuples autochtones. Enfin, c'était vraiment... Voilà, j'étais vraiment fortement touchée par ces peuples. Et j'ai eu la chance, en fait, d'avoir comme grand-mère une femme... qui a dédié une partie de sa vie donc aux enfants pauvres. Elle habite à Roubaix, dans le nord de la France. Donc aux enfants de familles très défavorisées, à des jeunes considérés comme délinquants et en situation d'exclusion, aux personnes âgées dans des maisons de retraite sans plus de contact avec leur famille. Elle m'emmenait avec elle à la rencontre de tous ces gens. Et je trouvais ça tellement fabuleux, et je me disais plus tard, j'ai envie aussi de moi m'engager. Et rapidement, il s'est avéré clair qu'il fallait que je m'engage auprès de ces peuples qui me touchaient profondément, et pour la protection de la forêt amazonienne. Parce qu'aussi, rapidement, très jeune, j'ai été sensible aux problèmes qu'ils rencontraient, aux injustices. Et voilà. Et je souhaitais aussi rajouter quelque chose à votre témoignage. Aussi, donc dans mon livre, il y a une partie sur le bonheur et sur l'éducation. Et dedans, on y trouve justement des conseils de ces peuples pour les jeunes. Et notamment, l'un des chefs Roni disait « Emmenez vos enfants dans la nature pour, comme je le disais, savoir que tout ce qu'ils mangent, consomment, provient de la nature, mais aussi pour qu'ils n'en aient pas peur et qu'ils l'aiment, qu'ils aiment la nature. Et aussi, bien sûr, parce que quand on aime, après, on respecte. Et puis aussi, quand on aime, on passe plus de temps dans la nature. Et c'est vrai que la nature, il y a eu beaucoup d'études réalisées qui montrent qu'en fait, la nature réduit le stress, protège contre de nombreuses maladies. Et donc, c'est aussi très bon pour le mental et pour pouvoir être plus heureux de passer du temps dans la nature. Donc, je trouve ça, vraiment important d'offrir ça à nos jeunes. Merci. Est-ce que d'autres questions? Oui, monsieur ici. Merci. Moi, j'étais en train de réfléchir à les choses que vous disiez comme possibles solutions. Donc, madame disait consommez moins, de quelque façon, achetez moins des habits, achetez moins ce marché. Vous disiez les deux choses principales, c'est peut-être le transport en avion et la consommation de viande. Mais moi, j'essayais de faire une réflexion un peu plus peut-être profonde. Moi, je suis né en 70, et en 70, on était 3,5 milliards. Et aujourd'hui, on est 8 milliards. Et dans toute l'histoire de l'humanité,
il n'y a jamais eu une croissance totale comme ça. Il n'y a jamais eu dans la vie d'un humain le doublement de la population mondiale, sauf peut-être Adam et Ève, si on y croit. Et donc, il n'y a pas une seule religion, il n'y a pas un seul parti politique, il n'y a pas une seule pensée idéaliste qui dise qu'il faut réduire la population mondiale. C'est un tabou absolu. Ça existe, hein. Et pas au niveau... il y a des individus qui pensent ça. Mais il y a des livres même. Il y a plein de absolument, absolument. Il y a des gens qui ont pensé, mais c'est personne qui l'a englobé en un pensée. Donc quand vous disiez que cette population en Amazonie habite sur un espace 2 fois la Suisse, j'imagine... 3 fois la Suisse, j'imagine qu'ils ne sont pas aussi nombreux que les Suisses. Non. Et moi, je me questionne pourquoi c'est un tabou comme ça absolu de penser que la population mondiale, que tous les problèmes dont on parle, le réchauffement climatique, tout finalement découle du fait qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a trop des humains. Alors, Vipulan, pour commencer, puisque tu dis qu'il y a vous disiez qu'il y a des penseurs et des livres. Oui, il y a même tout un courant, ça s'appelle le néo-malthusianisme. Et c'est quelque chose je pense qu'il y a même des études universitaires qui sont faites sur la question. Il y a des livres, il y a des personnes qui défendent ça. Et j'ai envie de dire qu'il y a presque plus de gens qui parlent de ces questions-là que des questions dont on parlait ici. Et c'est une question que j'ai même très souvent en général. Et moi, je pense pas que c'est un tabou, mais moi, perso, je pense que c'est se tromper d'analyse que de mettre l'erreur sur le niveau de la population, parce qu'en 1970, il y avait déjà une surexploitation des sols, il y avait déjà de la pollution, il y avait déjà des problèmes sociaux, il y avait déjà tout un tas de problèmes. La question, c'est le modèle de société qu'on veut. Aujourd'hui, s'il y avait 2 fois moins de population, mais qu'on avait le même modèle de production, fondamentalement, ça ne changerait pas grand-chose. Typiquement, aujourd'hui, on parlait d'agriculture tout à l'heure, on produit pour 12 milliards d'habitants. La question, ça veut dire qu'un tiers des terres agricoles sont utilisées dans le monde pour rien, pour être jetées à la poubelle. Et si on n'avait pas ce problème-là, déjà, ça veut dire qu'un tiers des terres agricoles pourraient être utilisées pour autre chose. Et là, je ne parle pas des terres utilisées pour l'élevage, etc. Donc non, pour moi, la question, c'est pas tellement la question de la population, c'est la question du modèle de vie, du modèle de production. Et typiquement, je pense qu'un Français ou un Suisse a besoin de beaucoup plus de ressources qu'un Indien ou un Chinois pour vivre. Mais l'Indien et le Chinois vont consommer autant que nous. Ah bah, d'où le problème du modèle. Mais sûrement qu'ils auront droit, j'ai envie de dire heureusement qu'ils auront droit quand même d'avoir un minimum d'accès, d'accéder à la santé, à l'éducation, etc. Mais nous, de notre côté, il faut qu'on aille vers de la sobriété, vers des low-tech, etc. En fait, le problème, c'est pas eux, c'est le problème que nous, dans nos sociétés, et encore plus aux États-Unis, qu'on fasse des méga autoroutes et qu'on roule en 4x4 alors qu'on n'en a pas besoin, quoi. En fait, c'est ça le problème. Je suis d'accord. C'est pas un problème de population, c'est un problème de changement de modèle. Si on change l'agriculture, maintenant il y a des modèles d'agriculture régénérative ou syntropique qui se développent par exemple de plus en plus au Brésil. Donc au Brésil, en fait, non, on n'a plus besoin de couper la forêt. Il y a assez de terres qui ont été déjà dévastées qui peuvent être utilisées grâce à ces techniques qui régénèrent les sols. Donc par exemple, et ça c'est au niveau mondial. Donc au niveau agriculture, la solution, c'est de changer de modèle. Et puis au niveau, consommation. Je veux dire, c'est de pousser les populations et de pousser chacun d'entre nous à justement à consommer moins. Et on peut y arriver de cette manière. On pourrait grandir comme population sans arrêt. Il n'y a pas un moment où on va... Mais... peut-être que dans 10 000 ans, on ne sait pas. Hein. Il faut pas être négatif. Il faut rester et il y a des démographes aussi qui ont fait des études là-dessus. Et en fait, la population est en train de doubler maintenant parce qu'on est sur la 2e phase de la transition démographique. Enfin, on est en train d'entrer sur la 2e phase de la transition démographique. Et donc, la population va arrêter de croître d'ici la fin du siècle, ou même avant. Parce que, en gros, en démographie, d'abord, on arrête... l'espérance de vie augmente, et ensuite, on fait moins d'enfants. Et comme aujourd'hui, sur plein de continents, l'espérance de vie augmente, la partie on fait moins d'enfants, on est en train d'y rentrer, mais on n'a pas encore totalement fini cette phase-là. Mais c'est typiquement,
toujours comme ça que se passent les transitions démographiques. Et on est en train d'entrer dans cette phase-là. Donc normalement, a priori, on ne va pas être 40 milliards d'ici la fin du siècle. Je vous ai vu, madame, réagir aux propos. Peut-être vous voulez poser avec le micro une question. C'était juste que je n'ai pas entendu le nom que vous avez utilisé. Malthusianisme. Voilà. Malthusianisme. C'est une théorie sur la réduction de la population. Je l'ai utilisé sans prononcer le mot, mais pour les vaches en Suisse, en disant que cette population pourrait diminuer si on arrêtait d'en manger autant. Voilà. Mais c'est à peu près pareil pour les humains. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On est arrivé à l'heure de la... Mais peut-être juste oui. Pour finir là-dessus, sur la question énergétique, par exemple, il y a la question des low-tech. Il y a Philippe Bioui qui a écrit tout un livre qui s'appelle L'âge des low-tech. Et là, je crois qu'il a sorti un nouveau livre aussi sur cette question-là. Aussi sur la question de comment on fait pour moins consommer d'énergie, comment on fait pour aussi moins consommer en termes d'espace, pour moins urbaniser, quoi. Et sur la question agricole, l'atelier paysan, ils font plein de trucs dessus aussi. Ils ont écrit un livre récemment qui s'appelle Reprendre la terre aux machines, qui est super intéressant par rapport à ces questions-là et qui donne des pistes pour des modèles plus sobres, quoi. Et puis aussi important de soutenir les peuples autochtones, de les aider par exemple à faire en sorte que leurs terres soient mieux protégées. Donc ça c'est plutôt on va dire des actions politiques, donc ce sur quoi je travaille. Par exemple là je fais partie du groupe de travail sur la protection des forêts et des peuples autochtones du C20, donc c'est le pendant de la société civile du G20. Donc j'ai notamment fait des propositions de loi pour un meilleur respect des peuples autochtones, de leurs terres au niveau global et des forêts, qui vient d'être donc les propositions viennent d'être transmises au gouvernement indien, parce que le G20 cette année a lieu en Inde, et seront transmises ensuite au gouvernement des pays du G20. Donc ça c'est une action politique. Après chacun aussi peut soutenir des projets pour les peuples autochtones, parce que ces peuples ont besoin de financement pour protéger leurs terres, protéger leur culture, et ils ont besoin aussi de notre aide pour ça, et aussi de notre aide pour s'il y a des pétitions, ou parler d'eux, porter leur voix au mieux, parce que comme je le disais au départ, ils protègent 80% de la biodiversité de la planète. Sauf que c'est pas facile pour eux, parce qu'ils sont face justement ils font face à ces puissants justement de l'agroalimentaire, mais ils sont là, ils résistent, ils nous protègent, et ils ont besoin aussi de notre soutien pour continuer. S'ils n'étaient pas là, on serait déjà plus là. Donc il faut se rappeler aussi de leur rôle très important et les soutenir comme on peut. Merci beaucoup. Je propose qu'on applaudisse nos deux conférenciers. C'était Notre place au cœur du vivant avec Émilie Barucan et Vipulan Puvanesvaran, enregistré le dimanche 3 septembre 2023 au musée Alexis Forel par la Bibliothèque sonore romande pour la 14e édition du Livre sur les quais.